parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les entreprises, dans quel état sont-elles? En tout cas, beaucoup d'entre elles. Quelques chiffres, très très rapidement, je vous en donnais quelques-uns avant la pause publicitaire. En 2 mots, 50 000 emplois menacés. 13 266 entreprises ont ouvert une procédure de liquidation entre avril et juin 2023. 9 procédures sur 10 concernent des TPE, 1100 PME et TI ont aussi fait défaut. Voilà. Et le nombre d'emplois menacés par ces défaillances bondit pour sa part de 82,3%, 57 700 emplois menacés au 2e trimestre 2023, bien sûr. Voilà. Et ce seuil-là n'avait pas été approché depuis le 2e trimestre 2014. C'est-à-dire il y a bientôt 10 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nicolas Meillan? Alors, on parle de cela, on dit que d'un côté, on entend un discours un peu partout, où tout va bien, où oui, il y a eu des problèmes, vous savez, c'est à cause de la Russie, bien sûr, et de l'Ukraine, etc., mais tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Effectivement, le retour des 30 Glorieuses de Bruno Le Maire se fait un peu attendre. Alors, sans rigoler, c'est terrible. Si on regarde les niveaux de défaillance mensuelle des TPE, vous avez mentionné 2014, en fait, on est au niveau de la crise financière de 2008 aujourd'hui. Ah oui, carrément. Ouais. Quand on regarde la confiance des ménages, c'est une des raisons pour lesquelles on est à ces niveaux-là. On est aussi au niveau de la crise financière de 2008. Donc, c'est pas exactement les 30 Glorieuses. Et qu'est-ce qui se passe? Les TPE doivent faire face à 3 vents contraires. Le premier, c'est la baisse de l'activité, puisque les gens, avec l'inflation, on leur salaire, l'inflation de 10%, salaire qui baisse de 10%. Inflation de 20%, salaire qui baisse de 20%. Donc les gens ont moins consommé. Donc on a une baisse de l'activité de 10 à 30% qui est importante. Et on a un effet ciseau, puisque en même temps, on a l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment de l'électricité. Parce que je rappelle que les ménages, nous avons eu début août 10% de hausse du coût de l'électricité, qui explique d'ailleurs la hausse de l'inflation en août par rapport à juillet. Ouais. Mais les entreprises, donc ça fait 10%, ça fait 30% en 2 ans. Mais les entreprises, elles n'ont pas eu 30%. Elles ont eu 300%. Des factures x3, x4, x10. L'électricité, 300%. L'électricité, puisqu'elles ne sont plus protégées depuis le 1er juin 2015, pour faire plaisir à l'Allemagne et à la Commission européenne. Elles n'ont plus accès aux tarifs régulés. Donc, très très compliqué. Et puis le 3e effet qui se coule, entre guillemets, c'est qu'il faut rembourser l'argent. Il n'y a pas eu de cadeau pendant le Covid. Tout l'argent, c'est juste, on leur a prêté de l'argent, on a décalé de l'URSSAF, il faut rembourser ça, tous les PGE, et ça, c'est une véritable bombe à retardement. Donc vous avez votre chiffre d'affaires qui baisse, vos coûts qui augmentent, et en plus, vous devez rembourser de l'argent. Donc c'est vraiment... Et pour corroborer juste, Nicolas Meillan, ce que vous dites, inflation repart à la hausse, c'est l'UFC Que Choisir, là, qui vient de l'écrire. L'inflation repart à la hausse, 6,2% en août contre 5,7% en juillet. Vous voyez déjà, on est passé de 5,7 à 6,2. Elle reste portée par l'électricité, vous venez d'en parler, plus 27%. Et de nouveau par les achats du quotidien à grande surface, plus 14%. Désormais, se nourrir coûte 25% plus cher qu'en janvier 2022. Se nourrir, je répète, coûte 25% plus cher qu'en janvier 2022. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais si vous voulez, André, tous les gens qui nous écoutent, ils vont faire leurs courses. Moi, quand on va faire mes courses, quand je parle à mes amis, ils ne me parlent pas de 25%. Ils me parlent de 60, 70, de 100%, de prix qui double. Donc on est quand même, les Français sont quand même étranglés par cette inflation. Et on sait d'où elle vient, cette inflation, puisqu'au départ, elle vient de l'augmentation du coût de l'énergie, qui ensuite va ruisseler dans tous les domaines de l'économie, dans les produits manufacturés, dans l'alimentation. Et ça, on sait comment résoudre le problème. On sait d'où elle vient. Cette inflation de l'énergie, elle commence quand? Elle commence quand M. Poutine décide de nous réduire notre approvisionnement en gaz. Je rappelle qu'il n'y a aucune sanction européenne sur le gaz, puisqu'on était pieds et poings liés avec M. Poutine. Et ça date pas de février 2022, ça date de juin 2021. Baisse de l'approvisionnement en gaz, explosion des coûts de l'électricité, puisqu'ils sont indexés sur la dernière centrale à gaz, alors que nous, en France, on n'en a quasiment pas, ce qui est complètement lunaire. Donc, on sait comment résoudre ce problème. Il faut retrouver une énergie bon marché, il faut retrouver
un gaz bon marché. Et comme nous, notre choix stratégique, ça a été de se rapprocher des États-Unis pour leur acheter le gaz de schiste que nous n'autorisons pas de produire chez nous, parce que forcément la pollution... Nous n'autorisons même pas à explorer, d'ailleurs. On ne peut même pas regarder si on en a, parce que la pollution, de toute façon, c'est bien mieux chez les autres. Mais l'Europe est condamnée. Moi, je le dis depuis assez longtemps, d'ailleurs, souvent avec vous. Et là, l'Allemagne commence à réaliser qu'effectivement, sans gaz russe, ça va être capoute assez rapidement. Mais alors justement, un mot, pourquoi, puisque vous dites c'est intéressant, c'était avant donc l'invasion de février 2022, pourquoi ça s'est passé en juin 2021 ? Alors, ça s'est passé en juin 2021, puisque c'était le premier tuyau Nord Stream 1 qui amenait du gaz à l'Europe, et parce qu'il y avait un deuxième tuyau qui avait été construit, enfin un deuxième paire de tuyaux qui s'appelait Nord Stream 2, et qui était terminé, si vous voulez, en septembre 2022. Et donc, M. Poutine voulait s'assurer qu'on allait pouvoir mettre en marche Nord Stream 2. Donc, il a mis un petit peu la pression sur les Européens. Il espérait qu'en faisant monter les prix, les Européens allaient signer pour ouvrir le tuyau. Mais c'est pas ce qui s'est passé, puisque les Ukrainiens qui gagnaient 2 à 3 milliards de dollars par an sur le passage du gaz russe vers l'Europe, et les Polonais aussi, n'avaient pas très envie que ce tuyau soit mis en œuvre. Donc, ils ont fait le nécessaire pour que les Américains empêchent que l'Allemagne certifie Nord Stream 2, qui n'a jamais été mis en place, et d'ailleurs qui, depuis il y a un peu plus d'1 an, a été absolument attaqué, saboté par un pangolin. Oui, absolument. Doublé d'une chauve-souris. Nicolas Meillan, pour revenir à ça, expliquez-moi pourquoi, on en a parlé beaucoup, que l'Espagne et le Portugal ont quitté cet accord, enfin de cette indexation sur le gaz et l'électricité, et il n'y a pas eu de rupture, on les a pas exclus, on les a pas sanctionnés. Pourquoi la France ne suit-elle pas cet exemple ? Pour ne parler que de cela. André, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal ? Ils leur ont dit, bon, nous, cette règle qui indexe le prix du gaz, le prix de l'électricité sur le prix du gaz, ça nous pose un problème. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont subventionné le gaz qui va rentrer dans la production d'électricité, ce qui a fait mécaniquement baisser. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, je reprends la main et je décide de quelle manière je fixe mon prix d'électricité pour le rapprocher de son coût de production. Nous, c'est un sujet qu'on a regardé de très près, notamment avec Arnaud Montebourg, Henri Proglio, Raphaël Schellenberger, Luc Lefloc-Prigent, parce qu'on a un problème de divergence entre le coût de production en France de l'électricité, qui est 60 € du mégawattheure, et son prix, qui est aujourd'hui à 3, 4, 5 fois plus cher. Oui, le coût de production et le coût, si vous voulez, le prix, c'est 5 fois plus cher que le coût de production. Aujourd'hui, oui. Voilà, aujourd'hui, si on suit les recommandations de la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, elle nous dit votre mégawattheure devrait être vendu à 240 € du mégawattheure au lieu de 60 qui est son coût. Donc c'est 4 fois plus cher. Mais en fait, on peut simplement, j'ai découvert quelque chose, c'est que dans la loi NOM, qui est cette fameuse loi qui a permis de la libéralisation du marché, on peut suspendre le mécanisme. En fait, on n'a pas besoin de demander à Madame von der Leyen, à Monsieur Olaf Scholz s'ils sont d'accord. On peut juste, Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire, signer un décret, suspendre l'Arenh en cas de circonstances exceptionnelles qui impacteraient notre parc nucléaire, ce qui a été le cas. Et demain, on retrouve un prix de l'électricité aligné sur les coûts de production. Légalement, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire demain. Mais le problème, c'est qu'EDF n'en veut pas. Parce qu'EDF, effectivement, a un peu souffert pendant une dizaine d'années de ce mécanisme de l'Arenh, puisqu'il était forcé de revendre avec des faux concurrents qui étaient des producteurs de factures. Donc, effectivement, et il a surtout principalement souffert des règles du marché européen de l'électricité, qui étaient en surproduction et où les prix de gros étaient inférieur à l'Arenh. Donc nous, on a perdu de l'argent. Il devait s'effacer devant les énergies renouvelables, donc il vendait moins d'électricité. Et quand il la vendait, il la vendait moins cher. L'éolien et compagnie, voilà. Mais ce qui s'est passé depuis 2 ans, en tout cas au premier semestre, EDF, grâce à l'Arenh et au bouclier tarifaire, a gagné 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros d'EBITDA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bouclier tarifaire va dans les poches d'EDF. 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros sur l'année. Donc en fait, on est en train de recapitaliser EDF sans le dire, avec l'argent du contribuable. Et donc EDF va pas se précipiter pour supprimer ce mécanisme. Mais alors Nicolas Meillan, est-ce que cette Arenh-là, on ne va pas revenir là-dessus, on a vu ce qui s'est passé, qui est quand même
une hallucinante arnaque, quelque part. Enfin, je veux dire, créer une fausse concurrence avec des gens à qui on vend à 40 € et qui nous demandent de les racheter à 340 € ou presque. Enfin, je ne sais pas si ce sont les chiffres. C'est ce qui s'est passé. Il y a, si vous voulez, le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde cette historique, pourquoi est-ce qu'on a fait cette arène ? Pourquoi est-ce qu'on a dit on va créer parce qu'on a signé des traités avec l'Europe l'énergie c'est du domaine des États membres, c'est la prérogative des États membres. On n'était pas obligé de le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme nous avons l'électricité la moins chère d'Europe, 2 fois moins chère que tous les autres pays, 2 fois moins chère que l'Allemagne, nous, on avait, pour éviter ces mécanismes de fixation des prix sur le gaz, on avait mis en place des tarifs régulés. Et pour les entreprises, les particuliers, c'est le tarif bleu. Et d'ailleurs, si vous n'y êtes pas chez EDF, je vous recommande d'y aller vivement. Sinon, vous allez finir comme les clients de Eni et de Engie qui ont eu des mauvaises surprises au début du mois d'août. Il y avait des tarifs jaunes et verts. Il y aurait beaucoup moins de défaillances sur ces entreprises si le tarif jaune n'avait pas été supprimé le 1er janvier 2015 sous demande de la Commission européenne. Et c'est nous qui avons dit ça. Nous avons dit il y avait des procédures mises en place par la Commission européenne, 2 procédures. La première, c'est vous n'ouvrez pas votre marché à la concurrence. Il n'y a que EDF. Donc on dit on va créer un faux marché alors, avec une fausse concurrence et des faux producteurs et des fausses factures. Ça vous va ? C'est EDF qui a proposé ça. Non, c'est pas EDF, c'est la Commission Champsor, c'est les hauts fonctionnaires français qui réfléchissent mieux que tout le monde. Et puis la deuxième chose, c'était là, votre tarif régulé pour les particuliers, ça me pose pas de problème. Mais pour les entreprises, ça me gêne parce que c'est les concurrentes de mes entreprises. Donc vous allez supprimer ça parce que sinon c'est une aide d'État et je vais vous demander de rembourser toute la différence entre le prix du marché et le coût du tarif régulé. Et ça, c'est 20 milliards d'euros, monsieur Sarkozy. Vous voulez payer 20 milliards d'euros ? Monsieur Sarkozy a fait non, j'ai pas envie de payer, je signe. Il a signé la loi NOM en 2010. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, 2010. Et ça posait pas de problème si vous voulez jusqu'à 2 ans. Mais là, il faut absolument remettre ce tarif régulé pour ces TPE et pour ces PME. Sinon, elles vont continuer à disparaître. Mais attendez, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, quand on regarde avec un peu de recul, c'est que la France avait l'électricité à ne plus savoir qu'en faire, en tout cas, ils étaient quand même très autonomes, qui avaient les tarifs les plus bas, et aujourd'hui, et vous avez parlé des chiffres, il y a des milliers de petites entreprises qui crèvent parce que le tarif d'électricité est trop haut. Alors, entre autres, une fois de plus, c'est bien évidemment multifactoriel, donc j'ai expliqué. Oui, mais les tarifs d'électricité, quand vous multipliez par 3, par 4, j'avais déjà donné l'exemple, c'était l'exemple de William Saurin, je crois, qui fabriquait des conserves, qui faisait 40 millions de chiffre d'affaires, qui faisait 10 millions de marge, 10 millions de coûts d'énergie, son coût d'électricité multiplié par 4, passe de 10 millions à 40 millions, ça fait 10% de son chiffre d'affaires, ça fait toute sa marge. Ils ont fermé, ils ont arrêté. C'est aussi simple que ça. Enfin, n'importe qui, même mon enfant qui passe en CM1 comprend le mécanisme. Le problème, c'est que Bruno Le Maire ne comprenne pas. Et que ce que vous dites aujourd'hui, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher pourraient signer demain un décret. Il faut mettre une croix. On leur demande de mettre une croix. Ils font un smiley. Ils font quelque chose, si vous voulez. Mais on peut pas tout remettre sur le dos de l'Europe parce que c'est pas le problème de l'Europe. C'est notre prérogative. Et d'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher l'a dit il y a 2 jours. Si nos négociations n'aboutissent pas en européen, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures de nous-mêmes. Mais ça fait 2 ans que Bruno Le Maire, en septembre 2021, nous disait le marché européen d'électricité est aberrant. C'était il y a 2 ans, en septembre 2021. Combien d'entreprises ont fermé depuis ? Combien d'emplois détruits ? C'est tout le tissu, c'est le poumon, et les TPE et les PME, c'est le poumon économique du pays. Bien sûr. Nicolas, merci de ces éclaircissements. C'est quand même extraordinaire parce qu'on se dit, c'est vrai qu'un enfant de CM1 comprendrait, mais apparemment, chez d'autres esprits beaucoup plus, en principe, affûtés, ouverts, ça ne passe pas. Espérons que vous serez entendus. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio.